Il ne faut pas avoir peur. Bonsoir à tous. Vous êtes sur Géopolitique Profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. On va parler diplomatie, Occident, de Trump, de la Russie. Comme Apolline de Malherbe, évidemment, n'osera jamais le faire. Mais avant ça, n'oubliez pas, adhérer au club Géopolitique Profonde. Voilà, la lettre est entre mes mains, c'est celle de janvier. Vous êtes déjà 1600 à y avoir adhéré. Vous cliquez sur le lien ci-dessous et vous avez 7 jours d'essai gratuit. N'oubliez pas, il ne faut pas avoir peur. La boutique est ouverte, géopolitiqueprofonde.com. Alors, je suis très content de recevoir aujourd'hui Régis Le Sommier parce qu'en plus, je crois que c'est la première fois qu'il vient ici à ces plateaux et c'est évidemment ma faute. Je pensais l'avoir fait venir plusieurs fois. Ben non, en fin de compte. Je crois que Mike, vous étiez venu chez Omerta une fois. J'étais venu pas mal de fois chez Omerta. Oui, pas mal de fois. J'ai peut-être fait un transfert entre Omerta et Géopolitique Profonde. Je suis vraiment très content d'avoir lu ce livre parce que je l'ai lu en plus d'une traite. Ce livre m'a passionné. Qui le diable, l'autre ou l'Occident dans les éditions Max Miloche, notre ami Jean-Charles, que je salue aussi. Pourquoi ce bouquin, déjà ? Au départ, ça provient d'une réflexion que je me faisais au fur et à mesure de reportages, et notamment quand j'ai beaucoup, on va dire, séjourné en Afrique avec les soldats français sur Barkhane, plusieurs années de suite. J'ai couvert le Mali, le Niger, le Burkina, et surtout l'armée française en opération. Et quand, on va dire que le début de la fin, ça a été le coup d'État au Mali d'août 2020, ensuite les choses se sont enchaînées et la France n'a cessé de reculer, de se replier, d'enlever ses bases, de se replier sur le Niger. Ensuite, il y a eu le Burkina qui est tombé, dont on a été chassé. Et pour finir, cette affaire de l'ambassadeur de France contraint, en gros, réfugié dans son ambassade à Niamey avant d'être expulsé. Je me suis posé la question de savoir pourquoi, ayant fait des reportages côté malien, fait des reportages hors de l'armée française, pourquoi ce désamour et pourquoi finalement presque, je dirais, c'est ce rejet absolu de tout ce qu'avait été la France. Alors certes, on était par certains considérés, on l'est toujours, comme la puissance coloniale, comme faisant du néocolonialisme. Beaucoup de nationalistes maliens, patriotes maliens nous considéraient qu'on pillait les richesses, qu'on avait une manière détournée de continuer à faire ce que la France avait fait dans ces pays quand ils étaient nos colonies. Mais au-delà de ça, j'ai senti vraiment le vent tourner et j'ai voulu comprendre pourquoi, après ça, parce qu'il n'y a pas que la France, il y a aussi au Moyen-Orient, il y a aussi l'émergence des BRICS par rapport aux États-Unis, par rapport à l'Occident. Et je me suis posé la question, est-ce que finalement, notre place dans le monde n'est pas en train d'être mise en cause, mais est-ce que finalement ce n'est pas à cause justement de l'attitude que nous avons eue globalement depuis 20, 30 ans, 40 ans, 50 ans vis-à-vis des autres. Je mets l'origine de ce livre à la chute de l'URSS. J'explique pourquoi. La chute de l'URSS, 1991, on sort de 50 ans d'affrontements avec un bloc de l'Est constitué qui nous apparaissait finalement comme le mal absolu. On était éduqués, moi fils de militaire, j'étais éduqué dans l'idée que les Russes étaient étrangers au bonheur, que le bonheur n'existait pas chez eux, n'existait que chez nous. Nous étions le camp de la liberté, celui qui accueillait d'ailleurs les Solzhenitsyn, les Boukovski, tous les dissidents qui venaient nous expliquer l'horreur de ce qui se passait derrière le rideau de fer de l'autre côté. Et pendant plus de 70 ans on va dire d'existence du système soviétique, et surtout après la fin de la Seconde Guerre mondiale, il y avait le bien, il y avait le mal, c'était commode, c'était confortable. Arrive la fin de l'URSS et puis on se retrouve, et très rapidement d'ailleurs, puisque la première guerre du Golfe est quasiment concomitante de cette chute de l'Union soviétique, 1991,
on va s'attaquer à Saddam. Alors, je ne vais pas revenir sur toutes les raisons de la première guerre du Golfe, mais globalement, on se retrouve dans une situation où l'Amérique, je pense que le livre qui incarne ça, c'est surtout La fin de l'histoire de Francis Fukuyama, qui nous explique finalement globalement que le libéralisme a gagné, a triomphé, et que donc le camp du bien, nous, avons triomphé, et il nous faut instamment expliquer au reste du monde et exporter cette méthode du bonheur par tous les moyens. Les néoconservateurs vont nous expliquer qu'il faut faire chuter les dictatures, apporter la démocratie, vous savez, la fameuse théorie des dominos, apporter la démocratie pays par pays au Moyen-Orient. Et je me souviens aussi, et ça c'est quelque chose qui m'a bien marqué, de mes séjours en Irak avec l'armée américaine. J'ai passé beaucoup de temps avec l'armée américaine. Souvent les soldats disaient « Je suis ici pour faire le don de la liberté aux Irakiens ». C'est-à-dire, j'arrive, moi, avec mon style de vie, et je vais leur proposer ce style de vie, parce que c'est le meilleur, parce que c'est là où les hommes sont libres. Voilà. Et eux, vivant dans un système dictatorial, il faut les éduquer à ça, et donc j'arrive, je suis prêt à donner mon sang pour ça. Et certains le croyaient réellement. Donc, par rapport à ça, je me suis posé cette question, et j'ai fait enfin le bilan, quelque part, et vous le verrez à travers les portraits que je dresse d'un certain nombre d'acteurs, Kadhafi, Ben Laden, Yahya Sinwar, plus récemment pour Gaza. Mais comment, finalement, finalement d'une démarche qui... Donnons-leur le bénéfice du doute à Bush, à Sarkozy, à Cameron, à Barack Obama, de déclencher ces guerres, alors que Barack Obama a plutôt été élu pour les arrêter, comme Trump, mais Bush, Sarkozy, prenons ces deux leaders, ont déclenché l'un l'Irak, l'autre la Libye, le bénéfice du doute en disant, finalement, le dictateur, peut-être que oui, il fallait de la démocratie, peut-être que oui, il fallait virer Saddam et virer Kadhafi. Quand on fait le bilan, 20 ans après ces interventions, 30 ans après ces interventions, les pays sont fracassés. La Libye est un pays dans lequel j'ai séjourné, dans le coin de Benghazi, il y a 3 ans. J'ai trouvé un pays anéanti, dans lequel, en dehors des installations militaires, des checkpoints et de quelques casernes, rien n'avait été réparé. Le centre-ville de Benghazi était une sorte de gruyère de béton, de millefeuilles de béton, des destructions occasionnées par le combat titanesque qui avait eu lieu entre le maréchal Haftar et les djihadistes qui avaient conquis ce centre-ville. Mossoul, pareil. Alep, quelque part, si on prend la Syrie, même s'il y a eu plusieurs épisodes, la Syrie est encore plus compliquée. Mais globalement, l'action que nous avons menée, nous, occidentaux, je termine là-dessus, dans ces pays, a conduit à un océan de ruines. S'interroger à partir de cet océan de ruines et se dire comment et pourquoi les populations locales nous percevraient-elles comme des bienfaiteurs. Et c'est là où je pose la question, ne sommes-nous pas, avec ces actions, devenus le mal nous-mêmes? L'émergence des BRICS, le Sud global, auquel s'attachent évidemment des puissances leaders comme la Chine et la Russie, qui ont bien l'intention de prendre leur revanche sur l'Occident, en profitant de ça. Et regardez pour la guerre en Ukraine, dernier mot, on a dit on va isoler Poutine, on va l'isoler mondialement, on va le mettre à bas, et on s'est rendu compte que les 2/3 de l'humanité n'avaient pas du tout la même opinion et ne considéraient pas la guerre en Ukraine comme une agression. Alors on va continuer cette discussion, mais avant ça, je vais présenter nos amis autour de la table. Patrice Magneron. Salut cher Patrice, comment va ? Très bien, merci. Voilà, président de l'IDNF. Voilà. Qu'est-ce que c'est déjà l'IDNF ? C'est un bel acronyme, Initiative pour la défense de la nation française. Voilà. Donc on promeut bien évidemment la souveraineté française sous toutes ses formes, plus particulièrement on défend les valeurs de la famille, l'éducation, la sécurité. Merci cher Patrice, je sais que vous aurez beaucoup de choses à dire. Et à votre droite, maître Philippe Debeul. Bonjour cher maître, comment ça va ? Bonjour, très bien, meilleurs vœux. Bah oui, c'est vrai qu'on ne s'est pas vu depuis. Oui, voilà, et meilleurs vœux à tous ceux qui nous suivent. Évidemment, c'est toujours un plaisir de venir ici, où la parole est libre. Bah oui. Et on n'a pas les sanctions de l'ARCOM. Attendez, parce que l'ARCOM a changé son directeur général. On ne sait pas ce qui va se passer là. Oui.
Je me suis pris en plus, je le dis aux gens, je me suis pris un signalement Arcom à Courtoisie. Ouais, bah oui, hein, donc, Bon. même à la radio, ils écoutent. Hein, même Courtoisie, ils écoutent. Hein. Oh, avec des bons avocats, ça Donc peut voilà. s'arranger. Merci, cher maître. Oui, on a l'impression voilà, que l'Occident est un donneur de leçons, mais on peut donner des leçons quand on gagne. Et là, l'Occident gagne de moins en moins, mine de rien. C'est plus l'histoire des vainqueurs. Ben oui, là on a changé quand même de paradigme, on n'est plus dans la même ère en fait globalement. Si on prend l'élection de Trump aussi, on peut considérer qu'il s'agit d'un sursaut occidental aussi, d'une certaine façon, que Trump a compris globalement par rapport à son précédent mandat, je pense, et vu la façon dont le système en place s'est attaqué à lui, qu'il devait en extirper les racines. Et quand j'ai pris d'ailleurs en citation, en exergue de ce livre, une citation de Donald Trump dans une interview à Tucker Carlson en Arizona pas le 10 novembre, c'est le 10 octobre, quelques jours avant l'élection, où Trump dit nous avons dépensé 9 trillions de dollars. Je vous laisse le citer. À bombarder comme des malades le Moyen-Orient, nous y avons semé la mort, y compris celle des nôtres. Et qu'est-ce que cela nous a apporté? Rien. Voilà. Donc le constat est intéressant. Le constat montre que Trump a mûri, que Trump a grandi, que Trump n'est plus justement dans cette perspective et que peut changer les choses potentiellement. Mais vous avez raison. Oui, c'est l'histoire qui est écrite par les vainqueurs. Mais là, à bien des égards, sur bien des fronts, nous ne sommes plus les vainqueurs et ceux qui sont en face. Sont aujourd'hui capables ne sont plus les vaincus, voilà. Moi j'ai reçu d'anciens de la France-Afrique, ce passé trouble, hein, dont on dit que trouble, et pourtant ils étaient bien plus appréciés, eux, par les Africains, oui. Parce que, me disaient, voilà, nous on connaissait l'Afrique et on aimait l'Afrique. Et aujourd'hui, on a l'impression que la nouvelle génération de diplomates français ne connaît pas l'Afrique et n'aime pas l'Afrique. Est-ce que ça aussi les Africains le ressentent? Tout à fait. Moi je me souviens d'une discussion avec l'ambassadeur d'Égypte à l'époque à Paris, qui me racontait son enfance et qui m'expliquait qu'il avait appris il avait appris le français au Caire quand il était jeune, dans les bonnes écoles, avec des religieux, comme c'était souvent le cas aussi en Syrie ou au Liban, mais surtout que les grands diplomates français de l'époque lui avaient appris son pays. Son propre pays. C'est-à-dire que leur érudition était telle que pour un jeune qui décidait de se livrer à une carrière de diplomate et qui devenu ambassadeur d'Égypte, n'hésitez pas à vous dire quelque chose comme ça. Je pense qu'aujourd'hui, un ambassadeur d'Égypte en France ne dirait absolument pas ça. Au pire d'être au risque de se faire accuser d'être antipatriote ou justement de collaborer avec la France. C'est là où le degré de détestation, je veux dire, il n'est pas général, mais il a pris quand même une sale tournure. Et je pense, moi en particulier, je vous expliquais l'attachement et le nombre de jours que j'ai pu passer avec les soldats français. Je me pose la question. Une cinquantaine de soldats français sont morts en Afrique, au Sahel, pour traquer les djihadistes, pour conjurer cette menace qui était censée d'ailleurs... on était censé les combattre là-bas pour ne pas qu'ils viennent ici, mais enfin, c'était plutôt, on se rend compte qu'en réalité, c'était plutôt dans la zone syro-irakienne, où il y avait des vrais Daeshiens qui sont venus, on va dire, cibler l'Europe et semer la mort. Au Maghreb, les groupes djihadistes sont très peu intervenus sur le sol européen. À ma connaissance, juste un terroriste qui a frappé en Europe, qui se réclamait d'Al-Sahraoui, qui était le patron de l'EIGS, l'État islamique dans le Grand Sahara. Voilà. Donc ça voulait dire quoi? Ça veut dire que on y était en effet pour essayer de porter à bout de bras ces constructions artificielles qui avaient été ces pays formés par nous, quelque part, et puis de conjurer cette menace issue elle-même
de la guerre en Libye que nous avions provoquée. Donc, quelque part, nous étions dans une conséquence d'une autre affaire qui a vu déferler les armes de Kadhafi, les arsenaux de Kadhafi s'ouvrir, et aussi les djihadistes libyens s'alliant avec des restes du GIA algérien, des Touaregs autonomistes, et tout ça donnant acmé et progressivement semant effectivement le chaos dans cette région, déstabilisant profondément. Et donc, pour répondre à votre question, c'est vraiment, on est dans un processus qui une sorte d'engrenage qui a fait qu'on a complètement disparu. Mais il y a quelque chose de très prégnant dans votre livre, et on a l'impression que c'est toujours la même méthode utilisée par les diplomaties occidentales, c'est que d'abord on adoube une personnalité, oui, et ensuite on la trahit. Ça, c'est souvent le cas des Américains. Les Français aussi un peu quand même. Hein. Une fois que le jouet est cassé, on l'a vu au Vietnam, on l'a vu en Afghanistan récemment. Comment on l'explique ça ? On part avec perte et fracas. Comment on l'explique ? Alors, pour les Américains, c'est particulier. Alors, les Français ont une meilleure connaissance des pays, des réalités, des rapports socio-économiques, des rapports tribaux pour l'Afrique. On a quand même des gens chez nous qui connaissent extrêmement bien l'Afrique. Les Américains, eux, s'emparent jamais de ça. Ils ont toujours ce qu'on appelle « our guy ». « We have our guy ». Alors, ça va être Chiang Kai-shek en Chine. Et donc, on passe complètement à côté de l'avènement de Mao Tse-tung et de la Grande Marche. Les Américains passent complètement à côté parce que ils ont pris un type sur place qui n'est pas connecté à ces mouvements-là, et donc ils ne voient pas arriver la menace. Ils prennent pour l'Irak Chalabi. Vous vous souvenez, Ahmad Chalabi, qui était en fait un diplomate, homme d'affaires, chiite, irakien, exilé depuis 30 ans, qui revient en Irak, qui leur dit « Vous inquiétez pas, les Irakiens vont vous accueillir avec des fleurs, vous allez voir, ça va être une traînée de poudre, vous allez conquérir le pays, imposer la démocratie. » Bon, ils font tout le contraire. Donc tout le contraire se produit. Donc à chaque fois, ils ont le besoin de s'appuyer sur une personne, en effet, qui, pense-t-il, va pouvoir résoudre leurs problèmes sur place, parce qu'ils ont horreur de mettre le nez dans les histoires, dans les réalités complexes des pays. Ça, c'est le problème des Américains. Et qu'une fois que on n'est pas arrivé, ce qu'ils avaient prédit ne s'est pas réalisé, on s'en va et on va voir ailleurs. Le problème, c'est que ça fait un coup, tout ça, et qu'il y a une politique du chaos, quelque part, qui s'est progressivement implantée sur la planète. Et cette politique du chaos, elle a joué contre nous, elle a joué contre l'Occident, elle a joué contre, finalement, notre prééminence, nos valeurs, quelque part, ce que nous voulions apporter au monde, ce qui n'était pas forcément mauvais, mais on est devenu les fauteurs de troubles, les semeurs de mort, ce que dit Trump finalement. Et je trouve qu'il y a une chose qui est très intéressante, et là je vais la lier à la réalité journalistique, c'est qu'à chaque fois, j'ai un petit peu de bouteille, j'ai couvert pas mal de conflits, j'ai vu, écrit sur beaucoup de crises, j'ai toujours noté qu'il y a toujours le même processus qui se produit. Je prends 3 exemples. La guerre en Irak, la guerre en Syrie et la guerre en Ukraine. Mais vous pouvez prendre aussi Mogadiscio, c'était un peu la même chose, sauf que c'est un peu plus difficile puisque les Américains sont partis, bref. Mais je parle de guerre qu'on a menée jusqu'au bout. Vous prenez la guerre en Ukraine et vous prenez la guerre en Libye. La guerre en Irak, pardon. À l'époque, moi je me trouvais jeune reporter à la rédaction de Paris Match, je n'avais pas la chance ni le privilège d'aller couvrir le conflit irakien. Je faisais des histoires en France, mais j'étais au diapason de ce qui se passait dans ma rédaction. Nous avions 2 membres de l'exécutif qui étaient Dominique de Villepin et Jacques Chirac, qui courageusement bataillaient pour représenter la France contre la volonté des Américains, qui nous expliquaient bien qu'ils allaient y aller, qu'il fallait renverser Saddam, que le Saddam qui, pris, on va dire, 3 ans plus tôt, n'était pas un saint, mais enfin était globalement un dictateur et point barre. Là, le portrait, on avait glissé vers le nouvel Hitler, le problème du diable, désignation du diable. Et je renotais qu'au niveau de ma rédaction, la plupart des rédacteurs en chef et de la direction étaient en faveur de la guerre en Irak. J'en étais choqué parce que je me disais, nous, Français, j'avais la conviction que la position de Villepin, et j'ai eu l'occasion de lui dire après, de le rencontrer, que la position de la France, c'était le grand sursaut
géopolitique de la France, ce grand sursaut diplomatique, notre acte finalement de courage face au monde que beaucoup de pays ont apprécié, de dire non, cette guerre est injuste, comme dit Villepin dans son discours devant l'ONU, le vieux continent qui a connu les guerres, qui vient expliquer à cette jeune Amérique, encore jeune, qu'il ne faut pas y aller, qu'il ne faut pas faire cette guerre. Voilà. Et Villepin qui a raison sur toute la ligne. Toute la ligne, c'est une guerre qui a été basée sur du mensonge vendu au monde et aux Américains sur des preuves truquées. Colin Powell avec sa fiole à l'Assemblée nationale, pas l'Assemblée nationale, vous voyez, au Conseil de sécurité, les armes de destruction massive. Donc mensonge, illégalité. C'est une guerre qui n'est pas validée par les Nations Unies. Il n'y a pas de coalition internationale, même si les Américains, à chaque fois, essayent de retrouver un vernis de légal en prenant tous les pays à leur solde qui payent grassement. Alors vous avez la Géorgie qui va participer, le Pérou et Nauru, ou des atolls du Pacifique comme ça, sont bien contents d'avoir les subsides de l'oncle Sam, donc ils vont envoyer 3 soldats. C'est ça leur coalition. Et cette coalition, je me l'ai constatée sur place, je les ai vus, ces soldats, dans la Green Zone à Bagdad. Donc toutes ces expériences-là, je les ai vues, je les ai vécues vraiment à fond. J'ai vécu l'Irak longtemps, j'ai passé beaucoup de temps avec les Américains. Mais ce que je veux dire, c'est que la narration, et c'est le mot important, je pense, c'est le mot qu'il faut garder à l'esprit, c'est que à chaque fois qu'il se produit une guerre comme ça, il y a une narration imposée qui va exister pendant, on va dire, les premiers mois, jusqu'à ce que des difficultés commencent à venir. Jusqu'à, on va dire, de mars à novembre 2003, mars, début de la guerre, novembre, début d'un mouvement sérieux d'insurrection qui commence à tuer des soldats américains. Donc moi, à l'époque, je suis correspondant de Paris Match aux États-Unis, j'ouvre mes chaînes, je vois le caporal machin a été tué aujourd'hui. 3 soldats américains ont été tués dans leur véhicule, souvent d'ailleurs sans voir l'ennemi, une bombe sous la route. Et progressivement, les Américains se disent, qu'est-ce que c'est que ce truc ? On nous avait vendu ça devait être des tapis de rose, et là on va tuer nos novembre 2003, pareil, 4 contracteurs du groupe Blackwater, groupe privé de contracteurs, et sortis de leur véhicule, tués par la population de Fallujah, pendus à un pont. Là, c'est la stupeur. On se dit, voilà. Et ce que je veux dire, c'est que on va commencer à échapper à cette narration. Mais avant ça, vous ne pouvez rien dire. Si vous dites quelque chose, vous êtes dans le camp d'en face. Vous êtes un suppôt de Saddam. Comme avec la guerre en Ukraine, j'ai vu la même chose, suppôt de Poutine. Avec Bachar el-Assad, j'ai eu l'insigne, on va dire, l'infamie d'aller l'interviewer. On m'a accusé d'être à la solde de Bachar el-Assad. Donc je connais, j'ai vécu le truc, ça m'a coûté de parfois contester, de se dire, attendez, c'est pas tout à fait comme ça, puis c'est intéressant de savoir ce que le camp d'en face en pense. Non, on ne peut rien. Donc il y a une narration. Hillary Clinton, d'ailleurs, je n'ai pas retrouvé la phrase, mais a fait une citation justement expliquant qu'il y a une narration et que les faits, finalement, c'est pas ce qui est important. Ce qui est important, c'est la narration. Vous vous rendez compte ? Alerte Info. Géopolitique profonde prend sa place dans le paysage médiatique français. Bonsoir à tous, vous êtes sur Géopolitique profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. On investit maintenant la rue. Et on veut vous entendre. Le gouvernement de M. Macron nous a obligés et nous a enfermés chez nous. Mais on a besoin de votre soutien. Alors cliquez sur le bouton j'aime pour nous soutenir.